Abend. Bonsoir. Je suis enchantée d'avoir été invitée à prendre la parole et je tiens à vous remercier de m'accueillir. Et je suis ravie de pouvoir exposer mes projets lors de cette conférence. Le thème que je vais aborder est un peu particulier. Ich habe mir gedacht, Alors, ce que je me suis dit, c'est qu'il serait peut-être pas mal de vous montrer plusieurs projets. Plusieurs projets que j'ai réalisés au fil des années et qui, pour l'essentiel, portent sur la notion d'espace. L'espace est un thème qui m'intéresse depuis très longtemps et j'ai d'ailleurs eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de traduire cela dans mes projets. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, qui conjugue de nombreux éléments et qui confère au système, au projet, une spécificité particulière. Donc là, ces projets que j'ai réalisés expriment l'espace. Alors l'espace, vous savez que c'est un thème souvent philosophique, c'est un thème pictural. Et plus tard, c'est un thème qui a également été repris par les mathématiciens avec la géométrie représentative. Enfin, c'est un thème qui a intéressé beaucoup de domaines. À notre époque, il est assez difficile de traduire certains systèmes sur le plan architectural. En effet, l'architecture, la réception, la perception de l'architecture se retrouve contraint entre un univers de réalité virtuelle et un univers d'espace réel. Et c'est un problème absolument considérable. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ça n'est pas un problème qui porte sur la thématique proprement dit. Le problème réside dans la formalisation, dans la mise au point de styles. Aujourd'hui encore, il y a des styles, il y a des modes qui voient le jour et l'architecture et les architectes sont considérés comme étant des faiseurs d'espace. Les caractéristiques architecturales sont censées être exprimées de façon relativement formelle. Dans mon cabinet d'architecte, nous avons essayé de contourner le problème et de nous affranchir de ce formalisme en revenant au thème proprement dit. Je citerai plusieurs paradigmes. Tout d'abord, celui de l'expérience spatiale visuelle et évidemment de la spatialité incarnée. Alors, quand je parle de spatialité, cela veut dire également que parfois l'espace peut disparaître. Donc, la spatialité corporelle s'évanouit. Et parallèlement, nous constatons que l'espace naturel devient un espace électronique. C'est de plus en plus souvent le cas. Alors, un espace électronique que nous acceptons, mais que nous n'avons pas pensé, que nous nous contentons d'utiliser et qui n'a pas trouvé une traduction dans la perception de l'architecture. Les machines télématiques qui servent à traiter des données ont imposé une dislocation de l'espace et donc une expérience où l'espace n'a plus de corps. Donc cette expérience spatiale, corporelle,
n'existe plus. Cette modification de la production spatiale et la perte de l'expérience directe de l'espace ont entraîné la perte de la compréhension sensorielle du propre corps. Et là aussi, c'est un thème tout à fait particulier. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui disparaît, qui s'évanouit, alors que jusqu'à présent, qu'autrefois, c'était tout le temps présent. Cela nous empêche d'entendre ce qui est important, de percevoir ce qui compte, d'entendre la réalité. Et là, je pense à tout le côté sensoriel, aux 5 sens, à cette expérience corporelle qui disparaît. Et cette évolution a recouvert tout cela et nous empêche de nous retrouver nous-mêmes. Et il existe une synthèse historique qu'on oublie assez souvent, mais souvent, sous l'angle historique, on a considéré que la vision était le premier des sens. Et c'est quelque chose maintenant qui est totalement ancré dans les mentalités. Et aujourd'hui, l'expérience d'un espace, l'impression que dans un espace, la conception de cet espace ne peuvent être traduits que par le sens optique, c'est-à-dire par la vision. Cela est ressenti uniquement par la vision et du coup, l'ensemble des autres sens se trouve exclu. Quant à la nouvelle définition conceptuelle du rapport de l'architecture avec la technique, avec la construction, eh bien, on se rend compte que ce rapport n'est plus unique aujourd'hui. Il y a également un rapport de l'architecture par rapport au contexte culturel et physique. Et en matière de mise en œuvre, de réalisation, il faut que les architectes en tiennent compte dans les relations classiques entre l'architecte, le planificateur, le constructeur. Et ceci implique que l'on travaille à ce que j'appelle les limites de la planification. Ce qu'il faut, là, c'est dépasser l'élément construit. Et ici, ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement de s'intéresser au côté historique, c'est de s'intéresser à tout ce qui est périphérique pour l'architecture. Il faut essayer d'intégrer tous les éléments périphériques dans l'architecture, de les concevoir, de les intégrer intellectuellement. Et c'est ça qui fait la différence entre les intermédiaires et l'architecture qui construit. Ces machines télématiques, ces perceptions sensorielles font disparaître totalement l'espace réel. Il n'y a plus d'espace, tout simplement. Dans la télématique, l'espace a disparu et il n'existe plus qu'une sorte de superficialité. Il existe une sorte d'image d'espace, mais plus d'espace. Lorsque vous passez un coup de fil en Amérique à Los Angeles, vous n'avez pas forcément l'impression qu'il y a un espace entre votre interlocuteur et vous. Vous entendez les gens qui vous parlent sans qu'il y ait un espace entre vous. Et c'est une évolution qui était spectaculaire pour l'architecture. Et je crois vraiment que c'est un point à creuser. Je ne dis pas que il faut essayer de revenir en arrière, mais nous avons vu qu'il y a des philosophes aujourd'hui qui parlent de sphère et d'atmosphère. Et c'est dans ce sens que nous devons raisonner sphère, atmosphère, sens de l'homme et autres. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur les chevaux. Et ce qu'il a dit, c'est comment est-ce que nous parlons, comment est-ce que nous concevons, comment est-ce que nous communiquons dans un univers que nous créons. Et lui, cette notion d'atmosphère, de sphère, c'est quelque chose qui l'a
pris en compte dans ces travaux. Alors, j'ai parlé des machines télématiques ou autres, mais je pense que même si on perçoit la sphère, on ne perçoit pas forcément l'atmosphère. Et là, je pense que c'est un élément absolument essentiel. C'est un élément essentiel, notamment pour la conception, notamment du paysage médiatique. Car je pense que c'est un point qui est très, très essentiel pour la communication que nous pouvons avoir les uns avec les autres, notamment sur Facebook ou autre. Et là, je pense à un mode de communication qui se décline au fil des générations, qui touche jusqu'aux enfants. Donc, en matière d'architecture, il faut absolument essayer d'intégrer ces phénomènes avec intégration de la sphère, mais pas de l'atmosphère. Et cette perception sensorielle, c'est quelque chose que nous devons soutenir et nous devons former à la perception sensorielle. Et heureusement, nous avons réussi à mener à bien plusieurs projets où cet élément était présent. Et c'est en m'appuyant sur ces postulats que j'ai décidé de vous montrer plusieurs des projets que nous avons réalisés qui illustrent notre perception sensorielle et qui essaient de l'intensifier, de la renforcer. Ce que je vais vous montrer, ce sont un petit peu des maquettes d'expériences sensorielles futures. C'est quelque chose dont on peut s'inspirer dans la réflexion architecturale. Dans ces projets que je vais vous montrer, vous rencontrerez plusieurs typologies différentes. Nous avons d'une part la lumière, l'acoustique, la sonorité. Et vous savez que la sonorité, c'est quelque chose que l'on entend, mais on l'entend quand on peut l'entendre. L'ouïe, depuis les philosophes grecs, a toujours été considéré comme le deuxième sens de l'homme, après la vision. Et ici, il faut l'intensifier. Alors, vous savez que nous sommes constamment environnés de bruit et nous avons constamment des sonorités, mais nous ne les percevons pas nécessairement comme son. Il y a des artistes qui sont spécialisés dans la sonorité et qui essaient justement de sensibiliser et de former à cette expérience sonore. Et ce sont souvent des gens avec qui nous avons travaillé sur nos projets. Et il y a également des projets où l'acoustique joue un rôle essentiel. Ça peut être des opéras, des salles de concert ou bien encore un auditorium comme celui dans lequel nous nous trouvons, mais également des logements, ce qui permet d'explorer de nouvelles pistes dans l'habitat. Et ce sont des éléments dont nous pouvons nous servir pour identifier l'habitat, pour repérer là où on habite et pour contribuer à se sentir bien chez soi. L'expérience spatiale est ici essentielle. Et il y a des gens qui disent, vous savez, moi je préférais être aveugle plutôt que sourd. Et ça, je crois que c'est très très important, car l'expérience acoustique est quelque chose qui vous fait percevoir beaucoup plus du monde que la simple vision, que ce que j'appelle la visualité. Alors évidemment, si on s'imagine des espaces que je qualifierais d'espaces politiques, littéraires, lumineux, philosophiques, eh bien, tous ces espaces sont importants pour exprimer un point de vue culturel et le consolider, voire même le créer. Et en matière architecturale, c'est quelque chose que l'on néglige trop souvent. Or, il faudrait essayer, en fonction des projets,
d'intégrer cette expérience et cette constatation. Alors, ça fait déjà pas mal de temps que nous l'avons réalisé. Là, nous avons essayé de créer un espace. C'est une sorte de, enfin, pas une caverne, vous voyez, c'est un tunnel qui a été conçu comme une sorte d'abri anti-aérien qui a servi pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, vous voyez que nous avons tout un réseau de tunnels. Dans les années 1980, ça a été rouvert pour concevoir un projet architectural. Bon, alors, normalement, c'était un peu mission impossible. Donc, nous nous sommes demandé s'il ne serait pas envisageable de prendre cet espace mort, et quand je dis mort, j'entends mort notamment sur le plan acoustique, de prendre cet espace mort pour intervenir sur le plan architectural et pour transformer cet espace en un espace sensoriel, avec une expérience sensorielle, et pour le sortir de son état de tunnel mort sous terre. Alors là, il y a c'est en fait une sorte d'élément de granit de 42 mètres de long, de 40 mètres de long à peu près. Et là, cette sorte de poutre, c'est au fond une poutre, se trouve en plein milieu. L'expérience que nous avons faite pendant la nuit a été la suivante. Nous avons rempli l'espace de sonorité. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce que maintenant nous avons du son? Pourquoi est-ce qu'il y a du bruit? Pourquoi est-ce qu'il y a une sonorité? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'acoustique dans cette espèce? J'utilise tous ces termes pour décrire des phénomènes différents. Et souvent, il est assez difficile, même pour les architectes, de définir ce qu'on entend exactement par ces termes. Et nous, ici, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un son qui avait été produit. Des acousticiens m'ont expliqué que c'est un son qui avait été produit par les bruits de la ville, qui était passé par la roche et qui ensuite s'était propagé par cette poutre de granit qui était entrée en oscillation. Et c'est ça qui avait produit le son. C'est un phénomène qui nous a énormément surpris. Alors, je dois vous dire que nous, au départ, ce qu'on voulait, c'était juste créer un élément sculptural pour rendre cet espace intéressant. Mais avec cela, on a créé un son. On a créé un son avec une intervention architecturale. Et ça, c'était absolument fabuleux. Vous voyez la dimension de cette poutre de granit, donc 42 mètres de long. Je le répète. Et ici, dans cet espace, on avait presque l'impression d'être dans un espace sacré avec un silence de mort quasiment. Cela dit, lorsqu'on restait un peu plus longtemps dans l'espace, on se rendait compte qu'au fond, ça n'était pas vraiment silencieux. On entendait le son dont je vous ai parlé, qui était produit par les oscillations. Il y a différents types d'oscillations, des oscillations longues qui peuvent produire ce phénomène, ce qui s'explique sur le plan acoustique. Donc là, nous avons cette poutre de granit que vous voyez. Et à ce sujet, justement, ce projet, c'était Architecture Vision en 1984. Et nous, en fait, nous avions affaire ici à des... Elle avait été construite par des prisonniers de guerre, notamment dans le camp de concentration de Mauthausen. Et si nous avons choisi cet élément, c'est parce qu'il y avait une analogie historique et dramatique avec l'architecture. Donc là, si vous voulez, nous avons opté pour un élément qui convoque toute une palette de métaphores et d'analogies.
Nous avons essayé de travailler de la même manière sur la lumière en créant un lien entre la lumière et l'espace, la lumière qui définirait l'espace. Ici, nous avons une ancienne verrerie dans laquelle a eu lieu une exposition, ou enfin, devait avoir lieu une exposition. Donc, il y a d'abord la trame, ici, cette structure en béton. En fait, il s'agissait au départ, à l'intérieur de cette verrerie, d'une centrale hydraulique pour produire l'électricité. Alors, on a réussi à en enlever une paroi de manière à créer ce grand espace, cette salle, qui a ensuite été ouverte vers l'extérieur pour permettre de créer eh bien, l'entrée. Mais nous l'avons conçu comme un espace intérieur, tout en intégrant l'extérieur et l'intérieur, ainsi que l'espace lumineux. Donc, il y a une création, une perméabilité finalement entre l'extérieur et l'intérieur qui a été créée grâce à cette paroi en verre et qui est définie par ce que vous voyez ici à l'extérieur, enfin sur cette photo de l'autre côté de cette entrée. Je crois que c'est la plus grande paroi en verre en Europe à l'heure actuelle. Et puis il y a aussi une ligne urbaine, de création urbaine qui a été ajoutée à cela et qui reflète l'image d'une architecture. Vous savez que l'architecture est souvent vendue sous forme d'images et que l'on construit selon des images. Donc ici, ce n'est pas un élément architectural, mais c'est un élément visuel. C'est un panneau d'affichage, en fait, qui nous montre qu'à cet endroit-là, on crée du verre. Du point de vue de l'espace, ce qui était très important pour nous, c'était d'avoir l'élimination des frontières. L'élimination des frontières entre l'extérieur et l'intérieur. C'est quelque chose qui est reflété par les médias, on en entend souvent parler. Mais ici, il s'agissait vraiment d'une mise en œuvre de cette abolition de l'espace intérieur-extérieur. Nous avons voulu créer ici une interprétation spatiale grâce à la transparence. Il faut dire que la transparence nous aide bien, puisque c'est grâce à la transparence que les techniques, que l'on peut mettre en œuvre des ressentis et aussi des formalisations qui permettent soit d'apporter des frontières ou de les enlever. Ensuite, la création de surface. La création de surface, grâce, ici, vous le voyez, nous n'avons travaillé qu'avec des espaces qui ne sont pas des cubes, mais qui sont exprimés uniquement par la force du matériau utilisé, toujours pour pouvoir éliminer les frontières. Le projet suivant nous a à nouveau permis de travailler sur la lumière, la luminosité, grâce à des métaphores. Ici, c'est l'Institut du graphisme. En fait, c'est un ajout, vous voyez. C'est une extension d'un jardin botanique. Vous voyez ici, en fait, c'est l'Institut pour la physiologie des plantes. Nous avons donc ici ce bâtiment annexe. Donc ici, vous avez la partie de l'avant, mais à l'extérieur, enfin, de l'autre côté, pardon, vous avez le début du jardin botanique. Donc, en fait, vous pouvez traverser cet espace qui abolit la frontière entre l'Institut de recherche et le jardin botanique. Nous avons voulu vraiment protéger cet espace parce que ce bâtiment est en fait un laboratoire. Eh bien, se trouve là où avant il y avait une serre et la petite maison du jardinier. Donc, nous avons essayé vraiment d'avoir un impact au sol aussi limité que possible, de manière à ce que ce jardin botanique, qui de toute façon est déjà petit, ne soit pas réduit par ce bâtiment ajouté. Le lien créé entre l'avant du bâtiment, on va dire la partie ancienne, et l'arrière, eh bien,
nous permet de dire que nous avons rempli le vide qui existe entre la réalité sur le terrain, c'est-à-dire les armes, les plantes, etc., et la recherche. Parce que souvent, la recherche n'est pas facile à appréhender, on ne sait pas ce que c'est que la recherche, les écoliers au départ ne savent pas, ça représente un vide, et puis ensuite ils rentrent dans cette sphère universitaire qui s'appelle vaguement la recherche. Et nous, ici, nous avons voulu vraiment exprimer qu'on ne pouvait pas séparer l'apprentissage concret, c'est-à-dire le jardin, la verdure, les plantes, etc., et la recherche qui est faite autour de ces plantes. Alors, il y a un pont, comme vous pouvez le voir, et il y a un arbre mort ici, c'est celui que je vous montre ici, qui s'intègre donc dans cet espace. C'est un arbre indien. Il n'y a plus que très très peu d'arbres en Inde, vous le savez peut-être. Et cet arbre est, je crois, le seul que je connaisse en Autriche. Et c'est malheureusement un arbre qui ne peut pas se reproduire. C'est donc un arbre particulièrement important. C'est un témoin presque historique que nous n'avons pas le droit d'endommager. Et nous avons voulu lui donner une couronne à l'horizontale d'une certaine manière. D'où ce pont qui est incurvé, comme vous pouvez le voir. Enfin, cette passerelle, plutôt qu'un pont, est incurvée et forme une couronne dans la partie supérieure ou pour la partie supérieure de cet arbre qui mérite de porter une couronne. En fait, ce pont ou cette passerelle que vous voyez ici de l'intérieur et de nuit, eh bien, ce pont réfléchit la lumière et permet justement de faire et de créer exactement ce que nous concevons par notre architecture. C'est un pont qui disparaît d'une certaine manière, mais qui intègre les autres parties du bâtiment grâce au verre, grâce à la réflexion de la lumière. Ce sont des parois en verre qui ne sont pas forcément alignées les unes, enfin à côté des autres, mais qui sont légèrement décalées. Et cela crée un système de dissolution de l'espace dont le résidu serait la lumière. Tout cela semble totalement irréel. C'est absolument fantastique lorsque l'on marche sur cette passerelle. C'est pour nous vraiment la dissolution d'un espace qui non seulement se dissout, mais qui change aussi, et de manière à ce qu'on ne puisse même plus le ressentir en tant qu'espace fermé. Mais lorsque l'on regarde à travers ces parois en verre, eh bien, nous sommes confrontés à une toute nouvelle situation. Donc, tout à coup, nous avons cette réflexion de la lumière qui, au départ, se trouve là en bas, voyez, et puis il y a la réflexion sur les parois latérales du verre, et tout cela est projeté vers le plafond. Et on a l'impression ainsi de flotter au-dessus de ce jardin botanique. C'est vrai qu'on avait imaginé que ça pourrait ressembler à cela, pour tout vous dire. Mais que cela soit conforme à notre imagination, ça a été un grand moment, je dois dire. Alors, il y a un autre projet qui malheureusement n'a pas été réalisé, mais qui devait reprendre aussi ce travail sur la lumière. Il s'agit en fait d'une église. Bon, c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette église, mais peu importe. Nous avions déjà bien travaillé sur la lumière avec des puits de lumière ici que vous voyez, mais tout autour en fait, des puits éventuellement qui éclairaient par le dessus, mais aussi avec un éclairage latéral. Et c'est une dématérialisation de l'espace. L'architecture est devenue une architecture de la lumière. Et ça a renforcé notre idée de l'utilisation judicieuse de la lumière, l'envie de créer une atmosphère qui n'a rien à voir avec l'architecture matérielle,
mais qui est dématérialisé. Donc, ça nous a renforcés dans nos convictions et nous n'avons pas eu de problème particulier avec l'apport de lumière extérieure. Nous n'avons pas besoin, quasiment pas, de lumière artificielle. Alors, passons au son, à l'acoustique, à la sonorité, mais cette fois-ci avec la lumière. Ici, vous avez une salle de concert qui est à Simpleton, l'opéra de Simpleton. Nous avons voulu transformer la salle dans laquelle on donne habituellement un concert en un espace lumineux et un espace lumineux qui, en même temps, éclairerait le foyer, l'entrée et toutes les salles annexes. Donc ça, c'est la paroi en verre. C'est un mur de lumière qui illumine donc le foyer que vous voyez ici. De plus, ce corps lumineux a reçu un traitement acoustique de manière à ce que les foyers, les espaces qui servent d'accueil ou de foyer, puissent réagir de manière différentielle à l'acoustique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, cette paroi permet de se préparer acoustiquement à la sonorité qui va retentir dans la salle de concert. Ça peut être un opéra, ça peut être une opérette, ça peut être un concerto, peu importe, quelle que soit la chose qui sera jouée dans cette salle, eh bien, cela sera intégré de manière différenciée par cette paroi de verre dans cet espace. Donc voilà, vous avez ici une vue de l'intérieur et de l'extérieur, ce foyer en lien avec l'extérieur grâce à la paroi lumineuse. C'est donc une installation lumineuse tout à fait particulière, un traitement vraiment acoustique, une paroi qui fait jusqu'à 25 mètres de haut. Et nous avons vraiment voulu créer une atmosphère une atmosphère festive, je dois dire. Alors ici, vous avez des passerelles qui vous permettent d'accéder aux différents niveaux de cette salle de concert avec différents traitements acoustiques toujours, tout comme bien sûr dans la salle principale où l'acoustique a été traitée cette fois-ci de manière parfaitement professionnelle et technique. Et je dois dire que ça, on sait comment faire à l'intérieur d'une salle de concert et on peut faire des choses très intéressantes. Cette enveloppe en verre et le défi, le fait de vouloir se colleter vraiment avec l'acoustique, eh bien tout cela, ça a à voir avec la manière dont nous traitons informatiquement parlant les données. Je dois dire qu'au début, ce n'était pas quelque chose de très pratiqué dans les bureaux d'architecture divers et variés et nous avons vraiment essayé, par le biais de l'acoustique pure, enfin l'acoustique qui est donc mesurable d'un point de vue électronique, de travailler. Parce qu'on s'est dit, si on peut mesurer d'un point de vue électronique, alors on pourra tout mesurer dans cette construction. Et à l'époque, eh bien, à l'époque, nous avons donc construit avec ces mesures électroniques tout ce bâtiment. Donc, c'est de cette manière-là que nous avons conçu les parois en verre, les parois en béton, etc. Et on s'est rendu compte que les plans architecturaux avaient une toute autre allure. Ici, vous voyez l'image de l'architecture qui a complètement changé. Ces choses jaunes que vous voyez là, ces bandes jaunes, eh bien, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres qui représentent littéralement tout cet espace, tout cet opéra. Tous les gens qui ont ensuite mis en œuvre ce que nous avions dessiné électroniquement ont utilisé vraiment ces chiffres pour pouvoir construire réellement, pour pouvoir concevoir cet espace. C'est intéressant quand même de voir que l'architecture peut avoir toute autre allure. Les plans, ça c'était quelque chose de nouveau pour nous, on l'a fait dans les années 80, c'était vraiment très intéressant.
Une autre chose un peu similaire, c'est la production d'espace, si je puis dire. En fait, c'est une salle d'accueil dans une ville qui peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes au milieu de la ville de Graz. L'idée, c'était d'utiliser un espace, enfin une surface urbaine pour pouvoir créer des événements. C'est un espace événementiel. Et en fait, on s'est dit qu'il nous fallait juste un immense toit, un toit qui fait 150 mètres de long et 70 de large, et qui ne repose que sur 4 piliers, enfin, ou sur des piliers. Grâce à cette conception, cet espace permet d'être traversé. Alors, on ne voit pas bien la traversabilité de cette maison festive. Cela donne surtout l'impression que c'est quelque chose de complètement ouvert. C'est un élargissement de l'espace urbain, c'est un élargissement du trottoir, mais aussi du passage du tramway. Voilà, c'est un toit en fait. C'est un toit porté par des piliers. Cette halle, cet espace événementiel a l'air d'être ouvert comme ça aux 4 vents, mais en fait, pas tout à fait, parce que pour des raisons acoustiques, bien sûr, il fallait le fermer, cet espace. Donc, à droite et à gauche, de ce côté-là et puis de ce côté-là aussi, il y a une paroi de 70 mètres qui est ouvrable des deux côtés. Et puis, ce que vous voyez là devant, ce sont des portes sur pivot qui font 17 mètres de haut, qui pivotent donc, et qui crée forcément l'idée d'un espace ouvert, urbain, au milieu de la ville, qui donne l'impression qu'il s'agit juste d'une surface qui a été recouverte par un toit. Voilà, vous l'aviez vu pendant la nuit, maintenant vous le voyez 2 jours. Alors 2 jours, évidemment, avec la lumière naturelle qui arrive, on a vraiment l'impression que c'est complètement ouvert. Et c'est un espace qui n'a pas besoin d'être toujours ouvert ou toujours fermé. C'est une conception architecturale qui permet d'éclairer vraiment une pièce, un espace d'une manière différente. Et vous voyez ici qu'on arrive à exprimer l'atmosphère, une atmosphère différente en fonction de l'utilisation. Et c'est de cela que l'architecture a besoin, d'espaces qui peuvent être utilisés de manière différente et qui peuvent transmettre des contenus atmosphériques différents. De l'extérieur, cette chose, nous dit l'orateur, a l'air vraiment de nous inviter à être traversés. Ce n'est qu'un toit. Et lorsque vous voyez ces fameuses portes pivotantes et leur taille, ici vous voyez des personnes qui donnent un peu une idée de l'échelle de cette construction. Ça a été une aventure extraordinaire. Lorsque nous avons vu ces portes s'ouvrir pour la première fois, on a pu vraiment ressentir cet espace qui avait complètement changé. Autre projet, ça a été à Aix-la-Chapelle. Ici, c'est le centre d'Aix-la-Chapelle. Donc, vous voyez, c'est cette zone-là que je vous montre. Il y a la fameuse cathédrale, je suppose que vous la connaissez tous, et à proximité, il y a la gare, avec donc une liaison. Vous voyez ici cette liaison, cet axe qui a été repensé, et ici, cette zone a été ravagée pendant la guerre. On a donc rebâti ici, mais le reste de la zone est resté à peu près en friche, entre guillemets. Donc là, c'est l'un des cabinets d'architectes les plus fameux, Hendrik et Besnik, d'Europe, qui a été chargé d'aménager cette zone. C'était un projet pour une compagnie d'assurance. Bon, habituellement, ce sont des bâtiments qui sont absolument immenses et compte tenu
du terrain, ce qu'on s'est dit, c'est que ce n'était pas possible de créer un immense bâtiment, mais qu'il fallait plutôt raisonner en termes de lotissement quasiment, de lotissement de la zone. On a dû travailler à partir des hauteurs déjà existantes et des hauteurs permises par le plan d'occupation des sols. Vous voyez ici la topographie avec une zone qui est 8 mètres en dessous de celle-ci. Donc, ici, si on part ici, on commence, on a une ligne horizontale, un plan horizontal qui traverse l'ensemble de la zone et on arrive à cet endroit où je me trouve. Or, vous savez comment sont organisées les compagnies d'assurance. En général, c'est une sorte de cube à côté d'un autre cube. Et là, nous nous sommes dit, nous allons créer un boulevard qui rassemblera les différentes fonctions pour les personnes, avec un aménagement des espaces pour 2-3 personnes, avec des salles de réunion, avec des cantines, des cafés, des restaurants, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, toujours le long de ce boulevard. Et vous voyez que ce boulevard fait des méandres. Là, vous avez le boulevard, ensuite un pont, ensuite à nouveau le boulevard, ensuite à nouveau un pont. Et vous avez donc cette sorte de voie qui passe dans toute la zone. C'est au fond une deuxième rue à caractère privé, une deuxième voie à caractère privé, mais qui est semi-publique, compte tenu de son emplacement. Et ici, vous voyez ce que j'appelle boulevard. C'est un boulevard qui passe par tous les bâtiments avec des hauteurs qui varient avec différents bâtiments. Et ce boulevard est une sorte de trait d'union, est une sorte de voie qui, parce qu'elle est vitrée, permet d'établir un rapport avec la rue et, au fond, permet de s'affranchir un peu de l'anonymat habituel de ces bâtiments et de ces immeubles du bureau. Parce qu'habituellement, on passe devant ces bâtiments et on ne voit absolument pas ce qui se passe à l'intérieur. Ici, avec ce boulevard, avec cette structure qui a été créée, nous pouvons créer une situation urbaine qui fonctionne sur le plan spatial aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez à quoi cela ressemble, vous voyez ce pont, plutôt cette passerelle. La connexion avec la zone nord. Et avec un immense escalier que nous avons dû installer dû aux contraintes topographiques et qui permet d'établir la liaison avec la gare. Vous voyez que l'immeuble de bureau est devenu partie intégrante de la cité. Et c'est une voie qui, au fond, est un petit peu un trottoir, une voie qui permet d'explorer, qui permet d'avoir systématiquement des contacts avec l'extérieur, avec des cours intérieurs et avec une sorte de caractère public. Nous avons un bâtiment à la fois public et communicant. Le projet suivant dont je voudrais vous parler, c'était un projet pour le siège d'Adidas, pas très loin de Stuttgart. À Herzogenaurach. Vous voyez le terrain, c'est une ancienne caserne. Et sur ce terrain-là, nous avons conçu notre projet. Et ce que nous voulions, c'est établir un lien avec le voisinage compte tenu de la topographie, de la proximité d'autres bâtiments. Nous avons essayé ici d'optimiser les vues que l'on pouvait avoir sur l'environnement, sur le paysage aux alentours, pour obtenir un espace permettant non seulement une identification, mais une représentation. Et bon, au fond, ça ressemble à quoi? Un living, à un salon.
Ces différents bâtiments, il fallait les relier, ce qui en général est très problématique, car lorsqu'on ne veut pas avoir de pont ou de passerelle, on est obligé de franchir différents espaces pour pouvoir pénétrer dans les bâtiments. Donc là, nous avons établi des passerelles. C'est un peu comme des lacets, si vous voulez, quand on noue ses chaussures. Ça fait un dessin de lacet, et c'est ça, au fond, qui rappelle un petit peu Adidas. Nous avons un premier niveau qui est assez ouvert, que l'on peut traverser et qui se trouve dans un espace aménagé, un espace paysager. Vous voyez que c'est un bâtiment de taille considérable, avec des angles qui permettent de ne pas visualiser le bâtiment dans son ensemble, mais à chaque fois d'avoir des aperçus. Ici, vous voyez différentes passerelles avec des espaces vitrés et des éléments un petit peu en suspens. Donc c'est un bâtiment qui est une métaphore matricielle qui établit des relations. C'est assez grand et c'est une métaphore également pour la connexion entre Adidas et le monde. Et évidemment, sans cette liaison, sans cette connexion, ça ne peut pas bien fonctionner. Là, tout ce qui est machinerie et autres locaux techniques d'Adidas, on a essayé de l'intégrer de façon sculpturale pour en faire un élément à part entière. Et ça, c'était confié à un designer de Hambourg. Vous voyez ici le toit avec une construction qui était suspendue avec avec des mini-dômes plastiques bombés. Ça fonctionne très bien car cela permet d'améliorer le bâtiment sur le plan climatique. C'est un bâtiment qui est d'ailleurs éminemment écologique. Ici, vous voyez l'intérieur de ces différents espaces. Nous avons des sortes d'espaces, de bureaux paysagers qui s'étirent avec toujours cette notion d'ouverture et de différenciation des espaces. Et cela crée une ambiance de travail extrêmement intéressante. Tout dernier projet que je voudrais vous montrer, alors je ne sais pas si vous connaissez Kouma. Kouma, c'est dans la Méditerranée, dans le golfe de Naples. C'était un sanctuaire de la Sibylle. C'était une déesse de l'Antiquité grecque. C'est à proximité de sources d'eau qui contient du soufre, donc avec tout ce qui est mythologie, bon, il y a Sibylle, Dionysos, enfin bref, tout cela, c'est une zone chargée d'histoire, un sanctuaire. Un peu comme Pompéi, mais c'est plus intéressant. Pourquoi? Notamment parce qu'il a été enseveli sous les cendres du volcan. Mais ça, c'était un lieu qui était au moins aussi important sur le plan historique que Pompéi. Il y a d'ailleurs eu une exposition qui a été faite et qui a réuni des architectes, des artistes dans l'optique de protéger cette zone. Pourquoi faut-il la protéger? Parce qu'il y a des projets d'implantation qui mettent en péril ce sanctuaire et toute cette zone, qui grignotent peu à peu l'air du sanctuaire. Et nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est mener une campagne de sensibilisation pour sauvegarder le sanctuaire. Et ici, nous nous trouvons sur une voie, sur une route qui a 4000 ans. Et nous nous sommes dit, bon, bien sûr, nous avons Naples, nous avons le bruit, le niveau sonore est absolument catastrophique.
à Naples. Et pour assurer cette transition d'un univers à l'autre, nous avons dit, ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose qui va assurer la jonction, et cette jonction va être nécessairement acoustique, cette transition. Et là, nous avons une sorte de sas avec des parois inclinées qui a été traité pour insonoriser. Donc à droite et à gauche, vous avez des parois acoustiques. Lorsque vous traversez ce sas, avant d'arriver à la sortie, vous vous trouvez en plein milieu et là, vous n'entendez absolument plus rien. Vous êtes dans un espace où il y a un silence total qui règne. Et lorsque vous pénétrez dans ce sas, vous arrivez au milieu, vous avez l'impression de ne plus rien entendre. Et lorsque vous sortez, ce qui est intéressant, c'est que les bruits que l'on perçoit ne sont plus les mêmes que ceux qu'on percevait avant d'entrer. Et même sur le plan optique, l'atmosphère change. On se retrouve dans un paysage avec des oliviers, on se remet à entendre les petits oiseaux, le bruissement, les cigales, le chant des cigales. Et le bruit, tout simplement, de la ville a disparu. Et c'est un projet qui a vraiment eu un énorme succès. Et c'est un projet qui a été également décliné dans une autre version à Madère. Là, c'était extrêmement intéressant. On se trouvait dans un endroit avec une voie de 6000 ans à peu près. Donc là, on a reconstruit ce sas, toujours dans le cadre de cette exposition. Et là, c'était un sas qui a plus servi de sculpture. Donc, ça n'était plus vraiment une expérience acoustique. Enfin, on n'était pas forcément d'accord, mais bon, voilà. Voilà, j'espère que vous avez maintenant perçu quelle est notre intention sur le plan architectural. Bien sûr, j'aurais pu vous montrer bien d'autres projets, mais ce que je me suis dit, c'est qu'il serait peut-être pas mal que je vous parle des projets qui tournent autour de la mystification des sens. Et je pense que ce sont ces projets-là qui traduisent le mieux notre démarche en la matière. Voilà, j'en ai terminé. Merci.